C'était un petit enterrement. Seuls quelques amis, quelques membres de la famille éloignés et un cercueil qui ne contenait aucun corps, seulement des secrets. La pluie tombait légèrement pendant que le prêtre parlait, mais personne n'écoutait vraiment. Ils étaient trop absorbés par le scandale, la honte, le soulagement. Claire Whitmore était morte. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Derrière les arbres, vêtue de noir et cachée sous une capuche, une femme observait la scène. Sa respiration était régulière. Elle ne clignait pas des yeux. Ce n'était pas du chagrin, c'était le début de quelque chose. Une résurrection enveloppée de silence. 8 ans. C'était depuis 8 ans qu'il la croyait morte. 8 ans que son nom avait disparu des gros titres, que son visage n'était plus sur toutes les chaînes d'information. 8 ans qu'Ethan Cole avait été libéré, ses péchés enterrés sous son charme et son argent. Mais Claire n'était pas morte. Elle avait disparu, certes. Elle avait brûlé tous les ponts, effacé toute trace, disparu comme de la fumée. Car pour détruire un homme comme Ethan, on ne pouvait pas se battre en tant que Claire Whitmore. Il fallait devenir quelqu'un d'autre. Et maintenant, elle était de retour. Pas pour pardonner, pas pour guérir, pour leur faire payer jusqu'au dernier. Ne vous contentez pas de regarder, participez à des histoires qui marquent profondément. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche, car ce que vous allez entendre, personne d'autre ne vous le racontera. Ce sont des secrets, des cicatrices, des secondes chances. Rejoignez-nous avant que la prochaine vérité ne disparaisse à son tour. Vous êtes ici chez vous. Avant l'incendie, avant les gros titres, Claire Whitmore était le genre de femme que l'on admirait en silence. Elle n'était pas bruyante. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention. Mais lorsqu'elle peignait, le monde semblait s'arrêter de respirer. Son atelier, une pièce exiguë et ensoleillée au-dessus d'un café à Asheville, était rempli de toiles qui parlaient de nostalgie, de liberté et de douleur. Les gens disaient qu'elle avait une âme vieille. Elle disait simplement qu'elle en avait assez de faire semblant. Elle avait grandi vite. Sa mère était partie quand Claire avait 12 ans, la laissant avec sa petite sœur Émilie aux mains d'un père qui aimait plus la discipline que l'affection. Claire était devenue la protectrice, la soutien et la thérapeute d'une petite fille qui avait besoin de plus qu'elle ne pouvait lui donner. L'art était son échappatoire. C'était le seul endroit où elle n'avait pas besoin d'être forte pour quelqu'un d'autre. Elle rêvait d'ouvrir sa propre galerie, rien d'extraordinaire, juste un espace où les gens comme elle pourraient respirer. Puis Ethan Cole est arrivé. Il n'était pas son type, trop lisse, trop poli, mais il l'écoutait. Il la faisait se sentir vue. Pour la première fois, quelqu'un l'admirait non seulement pour son art, mais aussi pour le chaos qui l'habitait. Il lui disait qu'elle était brillante. Il lui disait qu'ils étaient faits pour construire quelque chose ensemble. Et elle le croyait. Ce n'était pas le coup de foudre, c'était plus lent, plus dangereux. Le genre d'amour qui s'enroule autour de vos côtes jusqu'à ce que vous ne sachiez plus où il commence et où vous finissez. Il l'a encouragée à grandir, à prendre des risques. Il l'a même aidé à financer sa première exposition. Il a rencontré Émilie. Il a gagné sa confiance. Il est devenu sa famille. Mais derrière les compliments se cachaient des questions. Derrière le soutien, le contrôle. Il a commencé à décider qui elle devait fréquenter, quelle peinture elle devait exposer, à quelle fréquence elle devait parler à sa sœur. Et Claire, désespérée de conserver cette dévotion rare, a ignoré les nœuds dans son estomac. La vérité, c'est que Claire n'était pas tombée amoureuse d'Ethan. Elle était tombée amoureuse de l'image d'elle-même qu'elle voyait dans ses yeux. Et c'est exactement ainsi qu'il l'a brisée. Car une fois qu'il l'avait obtenue, sa confiance, son travail, son âme, il n'avait plus besoin de l'aimer. Il avait juste besoin qu'elle disparaisse. Claire avait toujours su que le succès, pour quelqu'un comme elle, ne serait pas facile. Elle n'était pas issue d'une famille aisée. Elle n'avait pas de relation. Tout ce qu'elle avait, c'était ses mains, sa vision et la conviction tenace que la beauté pouvait encore avoir de l'importance dans un monde brisé. Pendant des années, elle a peint en silence, soumettant ses œuvres à des galeries qui ne lui ont jamais répondu. Mais elle n'a jamais abandonné. Puis, la lettre est arrivée.
Une galerie réputée de Chicago avait découvert son travail grâce à une petite exposition en ligne. Elle souhaitait exposer sa collection. Ce n'était pas seulement un rêve, c'était une reconnaissance, une véritable chance. Elle relut l'email encore et encore, les mains tremblantes, la poitrine serrée par l'incrédulité. Quand elle annonça la nouvelle à Ethan, il lui sourit largement, la prit dans ses bras et lui dit tout ce qu'il fallait. « Tu le mérites, je suis tellement fier de toi. Nous y irons ensemble. » Mais derrière cette chaleur, quelque chose brillait dans ses yeux, quelque chose de froid. Au cours des semaines qui suivirent, Claire se consacra entièrement à ce projet. Elle dormait à peine. Son atelier débordait de couleurs et d'émotions. Émilie l'aidait autant qu'elle le pouvait. Elle organisait, encadrait, l'encourageait. Elle avait l'impression que tout ce pour quoi elle s'était battue commençait enfin. Sa voix était enfin entendue. Au début, Ethan jouait le rôle du partenaire qui la soutenait. Il s'occupait de la logistique, parlait aux représentants de la galerie et l'aidait même à rédiger les contrats. Mais petit à petit, il a commencé à prendre le dessus. Il insistait pour relire ses emails. Il lui disait que certaines œuvres étaient trop brutes, pas assez commercialisables. Il remettait en question ses prix, ses messages, voire ses choix de titres. « Tu dois penser comme une professionnelle, Claire. C'est une entreprise maintenant. » Elle s'y opposait gentiment, mais chaque fois, il s'éloignait d'elle, émotionnellement et physiquement. Parfois pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'elle s'excuse, jusqu'à ce qu'elle accepte. Puis vint la suggestion à laquelle elle ne s'attendait pas. « Laisse-moi gérer les finances », dit-il un soir, d'un ton désinvolte, « juste jusqu'à ce que l'exposition démarre. Tu dois te concentrer sur ton art, pas te stresser pour les chiffres. » Claire hésita. Mais Ethan avait toujours été si organisé, si posé. Il faisait bouger les choses. Et elle voulait juste peindre. Elle lui donna accès à ses comptes. C'est à ce moment-là que tout a commencé à se dégrader. Mais elle ne le savait pas encore. Elle croyait toujours qu'il était de son côté. Elle croyait toujours que l'amour était synonyme de confiance. Elle croyait toujours que l'avenir dont elle rêvait l'attendait sur le mur de la galerie. Ce n'était pas le cas. Ce qui l'attendait, c'était le silence. Froid, calculé et définitif. La veille du vernissage, Claire se tenait devant son œuvre préférée, une tempête abstraite de rouges et d'or qu'elle avait intitulée « Unspoken ». Elle était brute, honnête, le genre d'œuvre qu'elle avait peur de montrer. Mais elle l'avait fait parce que pour la première fois, elle se sentait digne. Elle n'avait pas remarqué la tension d'Ethan ce soir-là. Ou peut-être l'avait-elle remarqué et ignoré. Il était plus silencieux que d'habitude, sirotant son whisky tout en l'observant de l'autre côté de la pièce. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Elle l'embrassa quand même sur la joue et lui murmura « Merci de croire en moi ». Le lendemain matin, tout s'écroula. Claire est arrivée à la galerie où elle a été accueillie par 2 agents en uniforme. Elle a ri, perplexe, jusqu'à ce qu'il prononce son nom complet. Claire Elise Whitmore. Elle s'est figée. Devant le propriétaire de la galerie, la presse et la foule rassemblées pour son grand jour, elle a été menottée et a entendu ses droits. Les chefs d'accusation, détournement de fonds, fraude, blanchiment d'argent. Ils ont dit qu'elle avait volé la galerie. Falsification de registres de dons. Transfert de milliers de dollars sur un compte privé. Mais Claire ne connaissait même pas le numéro du compte qu'il prétendait être le sien. Dans la salle d'interrogatoire, sa voix s'est brisée à force de répéter la même chose. « Je n'ai pas fait ça. Vous vous trompez de personne. C'est une erreur. » Mais les preuves disaient le contraire. Des virements bancaires à son nom. Des emails provenant de son adresse. Même des appels téléphoniques remontant à son numéro. Ethan n'est jamais venu. Émilie n'a pas été autorisée à la voir. Les avocats ont déclaré que l'affaire était bouclée. Elle a passé 4 mois dans une prison du comté avant que son père ne la fasse libérer sous caution, silencieux, dégoûté. Il ne lui a jamais demandé si elle était coupable. Il lui a simplement dit de se reprendre en main. Quand elle est rentrée chez elle, son atelier avait été vidé. Ses peintures avaient disparu. Sa réputation était détruite.
Les gens traversèrent la rue pour l'éviter. La galerie a publié une déclaration publique la condamnant. Sur Internet, des inconnus la traitaient de voleuse, d'escroc. Son nom était devenu synonyme de poison. Émilie a essayé d'aider Claire, mais celle-ci ne parlait presque plus. Elle ne mangeait pas, elle ne peignait plus. Le silence qui lui apportait autrefois la paix l'engloutissait désormais complètement. Ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas la trahison. C'était de savoir, au plus profond d'elle-même, qu'Ethan était responsable de tout cela, et personne ne la croyait. Il lui avait tout pris, son art, son nom, sa voix, mais pas son esprit, pas encore. Les murs de l'hôpital psychiatrique étaient mous, rembourrés, comme si le monde avait décidé qu'elle avait besoin d'être protégée d'elle-même. Claire n'aurait jamais pensé se retrouver ici. Mais après l'overdose, 2 flacons de somnifères et un verre de vin brisé, elle n'avait pas eu le choix. Elle ne parla pas pendant la première semaine. Les médecins essayèrent, d'abord avec douceur, puis de manière plus clinique. Des thérapeutes au regard bienveillant et à la voix ferme. « Dites-nous ce que vous ressentez, Claire. Vous êtes en sécurité maintenant, Claire. » Mais Claire ne se sentait pas en sécurité. Elle avait l'impression d'être piégée dans une vie qu'elle n'avait pas choisie, dans un corps qui ne lui appartenait plus. Chaque respiration lui semblait empruntée. Chaque clignement des yeux était une trahison. Émilie lui rendit visite 2 fois. Elle s'assit à côté d'elle, pleura, la supplia, mais Claire ne pouvait pas la regarder. Elle ne supportait pas la déception dans la voix de sa sœur, même si celle-ci lui jurait qu'elle ne lui en voulait pas. Parce que Claire, elle s'en voulait. Elle s'en voulait d'avoir fait confiance à Ethan, d'avoir été aveugle, d'avoir rêvé trop grand. Elle s'en voulait pour tout, jusqu'à ce que Nina Harper entre dans la pièce. Nina n'était pas comme les autres. Elle ne portait pas le même masque de compassion professionnelle. Elle boitait, avait une cicatrice effacée au poignet et une voix qui ne portait aucun jugement. Elle apportait du thé à Claire au lieu de médicaments, des livres au lieu de sermons. « Lis ça », lui dit Nina un après-midi en déposant un roman usé sur les genoux de Claire. « Ça m'a sauvé la vie autrefois. » Claire ne répondit pas, mais elle lut. Puis un autre, et encore un autre. Peu à peu, Nina commença à poser des questions, non pas sur ce qui s'était passé, mais sur qui était Claire avant. Quelle était ta couleur préférée pour peindre? Qu'as-tu ressenti la première fois que quelqu'un a payé pour ton travail? Des questions qui allaient au-delà de la honte, au-delà du silence. Et un soir, Claire répondit enfin. « Je me sentais vivante quand je peignais. Alors recommence à peindre, » lui dit Nina. « Même si c'est juste avec tes doigts, même si c'est juste sur le mur. » Et elle le fit. Au début, c'était petit. Des griffonnages dans son journal, des formes tracées sur la buée de sa fenêtre. Puis vint le fusain, les aquarelles, puis un pinceau. C'est là que l'idée a germé. Au début, ce n'était qu'une petite voix dans sa tête. Pas une vengeance, non, pas encore. Juste une échappatoire, une issue. Elle raconta tout à Nina. Ethan, le piège, la trahison. Nina ne broncha pas. Elle écouta simplement. Et quand Claire dit « Je dois disparaître », Nina acquiesça. « Je connais quelqu'un qui peut t'aider. » Le plan était simple, mais dangereux. Claire allait simuler sa mort. Un accident de voiture, un incendie. Quelque chose d'assez sanglant pour ne laisser aucune trace. Nina l'a mis en contact avec une femme nommée Grace, spécialisée dans les sorties propres, pour les femmes fuyant un passé violent. Claire vendit le peu qu'elle possédait. Elle transféra le reste de son argent sur des comptes bancaires anonymes. Elle prépara le terrain. Puis, par une froide nuit de décembre, elle a précipité sa voiture dans un ravin, laissé les portes ouvertes et le réservoir d'essence ouvert, et s'est enfoncée dans les bois avec pour seul bagage un sac et une nouvelle identité dans sa poche. On a retrouvé l'épave 2 jours plus tard. À l'intérieur, un sac à main brûlé contenant ses papiers d'identité. Des restes carbonisés impossibles à identifier et suffisamment d'éléments attestant d'une instabilité émotionnelle pour rendre tout cela crédible. Claire Whitmore a été déclarée morte. Le monde a continué de tourner. Et Claire est devenue personne. Elle a vécu dans la clandestinité, passant de ville en ville. Elle a nettoyé des chambres de motel sous un faux nom.
Elle a été serveuse dans des endroits où personne ne posait de questions. Elle a lu tout ce qu'elle pouvait sur la psychologie, le droit pénal, la sécurité numérique. Elle a étudié les gens, comment ils mentaient, comment ils manipulaient, comment ils détruisaient. Chaque nuit, elle repassait le visage d'Ethan dans son esprit. Pas seulement sa trahison, mais aussi son indifférence. Le fait qu'il n'ait jamais appelé, jamais demandé. Il pensait avoir gagné. Elle l'avait laissé croire cela. Parce que la vengeance n'était pas un cri, c'était une graine. Elle avait besoin de temps, et de silence, et de patience. 8 ans plus tard, elle était prête à fleurir. Si cette histoire éveille quelque chose en vous, des souvenirs, des questions, une vérité que vous avez enfouie, prenez un moment. Comme pour cette vidéo, laissez un commentaire. Votre voix compte ici. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous avez ressenti, craint ou perdu. Transformons le silence en connexion. Une histoire, un cœur, une vérité à la fois. Dans un appartement poussiéreux au-dessus d'un prêteur sur gage au Nouveau-Mexique, Claire Whitmore a cessé d'exister. Elle est devenue Elena Brooks, un nom tiré d'un livre qu'elle aimait autrefois à la bibliothèque. Une femme calme, à la voix douce, qui s'occupait de ses affaires et payait en espèces. C'était une vie invisible, et pendant longtemps, Claire s'est dit que cela lui suffisait. Elle était libre. Plus de chuchotements, plus de gros titres, plus d'Ethan. Mais elle a appris que la liberté ne remplaçait pas la justice. Elle travaillait la nuit comme femme de ménage dans des bureaux et étudiait le jour. Cybersécurité, droit, psychologie comportementale. Elle a appris comment les gens cachaient des choses, de l'argent, des secrets, des crimes. Elle s'est inscrite sur des forums sous des pseudonymes et a rencontré des femmes qui avaient survécu à des hommes comme Ethan. Certaines étaient brisées, d'autres étaient en colère, d'autres encore avaient tourné la page. Claire ne voulait pas tourner la page. Elle voulait que la vérité compte. Puis, un soir, en parcourant les articles d'actualité dans une bibliothèque, elle a vu son visage. Ethan Cole, souriant, candidat à une élection, entrepreneur à succès, défenseur de la communauté, survivant d'une tragédie personnelle. Il l'avait utilisé. Encore une fois, sa mort lui avait permis de repartir à zéro. Il avait réécrit l'histoire, se présentant comme le partenaire en deuil abandonné par une artiste fragile et instable qui n'avait pas su gérer le succès. Il avait bâti sa carrière sur cela. Claire sentit ses mains s'engourdir. La page devint floue. Ce soir-là, elle se tint devant le miroir et regarda Elena Brooks, en sécurité, intouchable, inutile. Elle prit une profonde inspiration et posa la question qu'elle avait évitée pendant 8 ans. À quoi bon avoir survécu? Si je ne fais rien de ma vie? Le lendemain, elle se coupa les cheveux, elle les teignit, elle acheta un téléphone sous un faux nom. Elle réintégra le monde numérique, lentement, discrètement. Elle a commencé à tout compiler. Les anciens emails qu'elle avait archivés avant de disparaître, ses documents financiers, les sauvegardes de ses fichiers de galerie, même les notes manuscrites qu'Ethan lui avait laissées pendant leur relation. Tout cela était désormais des preuves, les fils d'une histoire, que personne n'avait écoutée la première fois, mais elle ne la raconterait pas en tant que Claire. Claire avait été réduite au silence. Elle a donc créé quelqu'un d'autre. Kate Larkin, une investisseuse indépendante dans le domaine de l'art, dotée d'un œil pour les talents émergents. Elle s'est constituée un portfolio, un site web, une histoire. Lentement, elle a réintégré le monde de l'art sous cette nouvelle identité, gagnant la confiance des gens et accédant à de nouveaux cercles. Et une fois qu'elle a été suffisamment proche pour revoir Ethan, non plus à travers des photos, mais en personne, quelque chose a fait tilt en elle. Elle ne voulait pas le tuer. Elle voulait le détruire. Comme il l'avait détruite, Kate Larkin est arrivée à Boston avec un CV vierge, un passé inventé et des yeux qui voyaient tout. Son objectif n'était pas seulement de détruire Ethan Cole, mais de démanteler le monde qui le protégeait. Celui qui avait permis à un homme couvert de sang d'accéder au pouvoir sans jamais être remis en question.
Elle ne pouvait pas franchir la porte d'entrée de plein pied. Elle devait être invitée à entrer. Elle a donc commencé par la périphérie. Petite galerie, vente aux enchères caritatives, collection d'entreprises. Elle achetait des pièces modestes à des endroits stratégiques, parlait juste assez pour qu'on se souvienne d'elle, s'habillait bien, mais sans ostentation. Elle observait toujours. Elle écoutait toujours. Il ne fallut pas longtemps avant que quelqu'un mentionne la fondation d'Ethan, un véritable défenseur des arts, disait-on, surtout après ce qui est arrivé à son défunt partenaire. Ce mensonge lui donna la nausée. Elle sourit. J'aimerais beaucoup le rencontrer. La présentation se fit par l'intermédiaire d'une galerie à Cambridge. Claire, Kate, joua son rôle à la perfection. Elle était vêtue de bleu marine, pas de noir, les cheveux tirés en arrière, maquillée avec sobriété, calme, raffinée, sans prétention. Ethan l'accueillit avec sa chaleur habituelle, le charme d'un homme politique. S'il la reconnut, il n'en laissa rien paraître. Il lui serra la main. « Enchantée, Madame Larkin. » Elle serra ses doigts un peu trop fort. « Enchantée. » À partir de ce moment, elle était dans le coup. Au cours des mois suivants, elle se positionna comme investisseuse, puis comme donatrice. Elle proposa son soutien à l'un des programmes de sa fondation. Il l'invita à déjeuner. Ils rirent, ils échangèrent des idées, et chaque fois qu'elle quittait sa présence, elle ressentait le poids du souvenir, sa voix, sa trahison, son regard lorsqu'elle avait été arrêtée. Il n'en avait aucune idée. Elle gardait ses émotions sous contrôle. Elle restait concentrée. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque geste qu'elle faisait était calculé. Elle enregistrait les conversations. Elle prenait des captures d'écran des emails. Elle téléchargeait des fichiers depuis les réseaux internes. Elle ne se contentait pas de collecter des preuves. Elle construisait un récit qui pourrait démanteler son empire de l'intérieur. Le plus difficile n'était pas les mensonges. C'étaient les moments entre les mensonges. Quand Ethan parlait de regrets, quand il évoquait Claire d'un ton triste, comme s'il l'avait aimée, comme s'il avait souffert, cela lui donnait envie de crier, de l'attraper par le col et de le forcer à dire son nom, son vrai nom, de lui faire avouer ce qu'il avait fait. Mais ce n'était pas justice, c'était un coup de tête, et Claire Whitmore était morte pour une raison. Kate Larkin était venue pour finir ce qu'elle avait commencé. Plus elle avançait, plus elle se rapprochait de la vérité, et plus tout devenait dangereux. Kate Larkin n'était plus seulement l'associée d'Ethan. Elle était invitée à des réunions, à des événements privés, voire à des dîners avec ses plus proches alliés. Chaque pièce dans laquelle elle entrait recelait de nouveaux mensonges. Ce n'étaient pas seulement des hommes d'affaires, c'étaient les architectes du succès d'Ethan. Ceux-là même qui avaient probablement aidé à dissimuler ce qu'il avait fait à Claire toutes ces années auparavant. L'un d'eux était Ryan Marks. Il n'avait pas beaucoup changé. Il avait peut-être vieilli, mais il était toujours aussi suffisant, toujours aussi charmant, avec ce charme creux qu'il utilisait lorsqu'il était censé être l'ami de Claire. Il avait témoigné contre elle, affirmant qu'elle avait détourné de l'argent dans le dos d'Ethan. Aujourd'hui, il dirigeait le département des acquisitions artistiques d'Ethan. Elle lui serra la main, elle lui sourit. Elle observa ses yeux. Il ne l'avait pas reconnu. Ou peut-être que si, mais qu'il refusait de croire que le fantôme qui se tenait devant lui était réel. Le plan de Kate s'accéléra. Elle installa des logiciels espions dans les ordinateurs du bureau, clona des disques durs, accéda à des documents financiers qui confirmèrent ce qu'elle soupçonnait déjà. La fondation d'Ethan ne se contentait pas de blanchir de l'argent. Elle effaçait des vies, discréditait des victimes, réduisait au silence les lanceurs d'alerte. Elle avait désormais des preuves, mais cela ne suffisait pas. Il lui manquait une dernière pièce, des aveux. C'est alors que tout a failli s'écrouler. Tout a commencé avec Emily. Elle n'avait pas vu sa sœur depuis 8 ans. Mais un après-midi, alors qu'elle sortait d'une galerie, Claire la sentit avant de la voir, un regard posé sur elle, une présence. Elle s'est retournée, et elle était là, Emily, plus âgée, plus sage, mais toujours Emily. Leurs regards se sont croisés, et Claire a senti son monde s'écrouler. Les lèvres d'Emily s'entr'ouvrirent, incrédule. Claire se figea. Ce mot résonna comme un coup de tonnerre.
Elle entraîna Émilie dans une ruelle, le cœur battant à tout rompre. « Ne prononce pas ce nom, murmura-t-elle. Pas ici. » Émilie la regardait comme si elle était face à un miracle ou à un cauchemar. « Tu es vivante. Pourquoi tu n'as pas... » « Je n'avais pas le temps. Je devais disparaître. Tu dois comprendre. » Les larmes brouillaient le regard de sa sœur. « Je croyais que tu étais morte. Je devais l'être. » Elles passèrent 1 heure dans la voiture de Claire, garée sous un pont, où Claire lui raconta tout, ce qu'Ethan avait fait, ce qu'elle avait construit, ce qu'elle s'apprêtait à faire. Émilie la supplia d'arrêter. « Tu n'as pas à faire ça. Tu n'es plus elle. Tu n'es pas... » La vengeance. Claire détourna le regard. « Je ne fais pas ça uniquement pour moi. » Le silence d'Émilie était douloureux. Puis finalement, « Alors finis ce que tu as commencé. Mais après, rentre à la maison. » Claire acquiesça d'un signe de tête. Elle ne savait pas si elle en serait capable, mais elle le voulait. La nuit du gala arriva comme un coup de tonnerre. La fondation d'Ethan célébrait une décennie d'impact lors d'un événement en tenue de soirée organisé dans une salle aux murs de verre surplombant le port. Politiciens, journalistes, PDG. Toutes les personnalités importantes étaient présentes, y compris Kate Larkin. Elle se faufilait dans la foule comme une ombre, calme, invisible, dangereuse. Elle avait déjà envoyé des informations anonymes à des journalistes d'investigation. Elle avait envoyé des disques durs aux enquêteurs fédéraux sous une fausse adresse. Ce soir, il ne s'agissait pas de rassembler des preuves. Il s'agissait de saisir l'instant, la confrontation, la vérité. Ethan la trouva près du balcon, un verre à la main, les lumières de la ville derrière lui. « Te voilà !» dit-il en souriant. « Je peux te parler 1 minute ?» Elle acquiesça sans un mot. Il se pencha vers elle et lui murmura « Tu sais, je n'ai pas été aussi enthousiasmé par un projet depuis Claire. Elle était... compliquée, mais talentueuse. Tragique, en fait. » Ces mots ne le blessaient plus autant qu'avant. Il brûlait moins fort, plus proprement. « Tragique ?» demanda-t-elle en penchant la tête. Il acquiesça. Elle ne supportait pas la pression. Ou peut-être qu'elle ne voulait tout simplement pas réussir. Certaines personnes se sabotent elles-mêmes. Claire posa son verre, se tourna complètement vers lui. Ou peut-être que certaines personnes sont sabotées. Ethan cligna des yeux. Elle s'approcha. Et peut-être qu'elle ne reste pas morte. Le masque se fissura. Il la fixa. « Tu es... » « Oui ?» Sa voix se réduisit à un murmure. « C'est impossible. »« Non, dit-elle, c'est la justice. » Elle sortit une petite clé USB et la glissa dans sa main. C'est une copie de tout. Les transferts, les faux, les victimes réduites au silence, les comptes offshore. Il regarda autour de lui, paniqué. « Que veux-tu ? Je veux que tu ressentes ce que j'ai ressenti. Je veux que tu perdes tout ce que tu as construit sur mes cendres. » Il essaya de sourire. « Tu n'as aucune preuve que j'ai fait quoi que ce soit. Tu as avoué devant la caméra il y a 3 nuits, dit-elle. Dans ton bureau. Tu pensais que je me défoulais, tu te souviens? Je t'ai demandé si tu avais déjà regretté ce qui était arrivé à Claire. Tu as répondu, je cite, « Regretter? Non, elle m'a facilité la tâche. Je n'ai fait que nettoyer. » Ethan pâlit. Elle recula. « Les gens que tu as écrasés se soulèvent, Ethan. Et ils se souviennent. » La panique envahit son regard. Mais Claire ne resta pas pour le regarder s'effondrer. Elle quitta le gala et s'enfonça dans la nuit, le cœur battant non pas de rage, mais de soulagement. Elle avait imaginé ce moment pendant des années. Elle pensait qu'il la remplirait de triomphe. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était le calme. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle n'avait pas besoin de vengeance pour rugir. Elle avait juste besoin que tout cela se termine. Et c'était le cas. Le lendemain matin, les gros titres explosèrent. Un lanceur d'alerte révèle la corruption au sein de la fondation Cole. Ethan Cole démissionne au milieu d'une enquête. Son visage, autrefois symbole de réforme, flottait désormais au-dessus d'accusations de fraude, de subornation de témoins et d'entrave à la justice. Claire ne sourit pas en voyant les nouvelles. Elle expira. 3 jours plus tard, elle retrouva Émilie sur une plage où elles allaient souvent quand elles étaient enfants. Elles s'assirent dans le sable, au lever du soleil. Claire n'avait pas touché une toile depuis 8 ans. Elle en avait apporté une. « Tu crois que je peux recommencer à 0 ?»
demanda-t-elle. Émilie lui prit la main. « Tu l'as déjà fait. » Claire trempa son pinceau dans la mer et recommença. Pendant la majeure partie de sa vie, Claire avait pensé que survivre était une question d'endurance, qu'il fallait serrer les dents, aller de l'avant et faire comme si le passé n'existait pas. Mais survivre n'est pas synonyme de guérison. Et la vengeance, aussi justifiée soit-elle, ne comble pas le vide laissé par ceux qui nous quittent. Une fois la poussière retombée, Claire ne se sentait pas victorieuse. Elle se sentait vide, car la vérité, c'était qu'Ethan n'était pas seulement le méchant de son histoire. Il avait été un miroir, reflétant son besoin d'être vu, aimé, validé. Et lorsque ce miroir s'était brisé, il l'avait forcé à se regarder vraiment. Elle avait vu une femme qui avait tout donné à tout le monde, sauf à elle-même. Elle avait vu quelqu'un qui avait autrefois créé de la beauté à partir de la douleur et qui avait oublié qu'elle avait le pouvoir de le refaire. La justice avait été rendue. Pas dans le feu, ni dans la fureur, mais dans la clarté. Et dans cette clarté, Claire découvrit quelque chose qu'elle avait perdu bien avant qu'Ethan ne la détruise. Sa voix. Pas celle qu'elle utilisait dans les tribunaux ou qu'elle murmurait dans des pièces sombres, mais celle qui s'exprimait à travers ses mains, ses couleurs, son pinceau. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de récupérer quelque chose que personne ne pouvait falsifier ou contrefaire. Il s'agissait de se souvenir de qui elle avait toujours été, même lorsque le monde l'avait oubliée. Claire Whitmore n'existait plus dans les archives publiques, mais dans les coins tranquilles du monde de l'art. Son nom a commencé à refaire surface, non pas associé à un scandale, mais à des œuvres puissamment intimes, signées uniquement C.W. Elle s'est installée dans une ville côtière de l'Oregon, calme et balayée par le vent, où personne ne posait trop de questions. Là, elle ouvrit un petit studio avec de hautes fenêtres et aucune plaque sur la porte. Les gens y entraient par curiosité et en ressortaient transformés. Ses peintures parlaient sans avoir besoin d'explications. Elle racontait des histoires de renaissance, de chagrin porté avec douceur, de silence qui n'était pas vide, mais sacré. Émilie lui rendait souvent visite. Elle ne parlait pas beaucoup du passé. Certaines blessures n'avaient pas besoin d'être rouvertes, mais lorsqu'elles en parlaient, c'était sans amertume, juste avec compréhension. Claire n'a jamais réclamé son ancienne identité. Elle n'a jamais donné d'interview. Lorsque la presse a tenté de la retrouver, elle a disparu à nouveau. Mais cette fois-ci, c'était de son plein gré. Elle a discrètement encadré de jeunes femmes artistes. Elle les a aidées à naviguer dans un monde encore trop prompt à juger et trop lent à croire. Elle n'a jamais raconté ce qu'elle avait survécu. Elle se contentait d'écouter. Et parfois, écouter suffisait. Ce qu'elle offrait désormais au monde n'était pas une vengeance. C'était la vérité traduite en couleurs. Et cela, avait-elle décidé, était un héritage qui valait la peine d'être laissé derrière elle. Que feriez-vous si le monde effaçait votre nom? Si quelqu'un que vous aimiez transformait votre vie en mensonge et s'en allait en souriant? Claire Whitmore a choisi de disparaître, de laisser le monde croire qu'elle était partie. Mais elle n'a pas disparu par peur. Elle a disparu pour trouver la force de revenir et de reprendre sa voix. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir réécrire son histoire. Mais peut-être que vous, oui, peut-être y a-t-il quelque chose en vous que le monde a essayé de faire taire. Une vérité, un souvenir, une voix que personne ne voulait entendre. Alors maintenant, nous vous posons la question. Si vous aviez une chance de revenir, pas seulement pour survivre, mais pour vivre à nouveau, que feriez-vous? Chercheriez-vous la justice ou choisiriez-vous la paix? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Partagez vos réflexions, vos histoires, votre vérité. Et si cette histoire vous a ému, inspiré, fait penser à quelqu'un que vous aimez, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la, abonnez-vous. Aidez-nous à donner une voix aux histoires qui méritent d'être entendues. Car parfois la vengeance la plus puissante, c'est de se souvenir qui on est vraiment et de ne jamais laisser personne nous en priver à nouveau.